Bonjour, je vais présenter dans cette vidéo l'instabilité paramétrique d'un pendule pesant. Cette vidéo est un complément de la vidéo sur le masse ressort versus pendule simple, où justement on met en évidence cette instabilité entre un mouvement pendulaire et un mouvement d'oscillation verticale. Alors cette vidéo, je vais utiliser, je vais m'inspirer d'un sujet d'agrégation externe, session 2019. Euh, Vous avez, donc ça c'est une photo extraite du sujet, vous avez l'encensoir de Saint-Jacques de la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle. Le principe est suivant, vous avez donc cet encensoir qui est vraiment immense, il fait 1 mètre de haut à peu près, hein. On l'accroche au plafond avec une corde et la corde ensuite est manipulée par des opérateurs qui peuvent soit tirer, soit relâcher la corde. Et ce qu'ils doivent faire, c'est, lorsque l'encensoir est en position verticale, donc il faut imaginer qu'il a un mouvement pendulaire, et lorsqu'il est en position, il passe par la position verticale, on tire un petit peu sur la corde, et lorsqu'il fait demi-tour, donc il a son amplitude maximale d'un côté ou de l'autre, on relâche un petit peu, et ce qu'on constate, c'est que dans ce cas, on entretient les oscillations du pendule. On peut même les amplifier, donc ça c'est aux opérateurs de gérer ça. Donc voilà, de manière très simplifiée, ça donne ceci. Donc on pourrait dessiner l'opérateur, hein, allez, en bleu. Donc vous avez ici le bonhomme et voilà. Donc son boulot c'est de tirer et de relâcher la corde, comme je vous ai expliqué. Alors on va tout de suite mettre en équation le système et on va voir que la mise en équation c'est en gros celle du pendule simple et le fait que on raccourcisse et on rallonge la corde, c'est comme si on modulait en fait l'intensité de la pesanteur, l'accélération de la pesanteur. Alors pour simplifier, le modèle que l'on va utiliser il est un petit peu différent du véritable encensoir de Saint-Jacques-de-Compostelle. On va considérer un pendule de longueur fixe et c'est le point haut en fait qui va se déplacer avec un mouvement sinusoïdal de bas en haut. Et de cette manière, on va écrire le principe fondamental de la dynamique dans un référentiel non galiléen et on va pour ça rajouter une force d'inertie d'entraînement. Donc ça donne ceci. Alors, premièrement, on peut préciser que A il est fixe. Z du point haut, on va le prendre égal à A cosinus oméga F fois T. Oméga F, c'est la pulsation de forçage, hein, c'est-à-dire qu'on impose ce mouvement-là. On va travailler dans un référentiel non galiléen. Le bilan des forces, eh ben, il y a les forces habituelles. Vous avez le poids. Donc si on le représente, ça donne ceci. Le poids qui est vers le bas. Voilà le poids. Vous avez la tension du fil, qui est souvent le fil. Facile. Et vous avez, normalement, quand on a le pendule simple sans rien, on s'arrête là. Mais là, on doit rajouter une nouvelle force, c'est une force d'inertie d'entraînement. Donc je vais le démontrer, mais elle est verticale elle aussi. Elle est comme ceci. Alors je l'ai mise en haut, mais en fait elle pourrait très bien être vers le bas. C'est la force d'inertie d'entraînement. Et son expression, c'est moins m, l'accélération du point haut par rapport au point A. Donc ça c'est la force, ça s'écrit comme ça. C'est quelque chose qui se comprend assez facilement lorsque, par exemple, vous êtes dans un ascenseur, bon là on ne le sent pas trop, mais dans une attraction où on monte et on descend, et ben vous savez que quand l'accélération est vers le haut, on est plaqué à son siège, hein, on se sent un petit peu plus lourd que l'on est en réalité, et inversement, lorsque le point haut il monte puis il redescend, là c'est l'inverse, on se sent beaucoup plus léger. Donc en gros, voilà, si on met en œuvre cette formule, on peut comprendre ça facilement. Mais c'est quelque chose qu'on peut ressentir, hein, et que l'on peut du coup appréhender assez facilement. Alors ça donne quoi si je détaille l'expression de la force d'inertie d'entraînement?
c'est égal, donc l'accélération du point O, c'est d de ZO sur d de T. Le ZO que j'ai précisé, c'est j'ai pris le 0 au niveau du point O, du point A. Donc ça fait, et ça c'est suivant E de Z. Et je dérive deux fois. Et ça donne ceci. Voilà, donc j'ai détaillé un petit peu le calcul. Et la force d'inertie d'entraînement, bah, quand je l'écris complètement, c'est en fait une petite simplification là, avec les signes. Donc ça fait M A oméga F carré cosinus oméga F T suivant EZ. Voilà. Donc je continue voilà, d'écrire le bilan des forces. Donc vous avez la tension du fil et la force d'inertie d'entraînement. Donc l'expression, bah, du coup on l'a, ça vaut M à oméga carré. Et ensuite on écrit le système, ça j'ai pas précisé mais c'était évident, c'est la masse accrochée au bout du fil. On peut écrire le PFD, donc c'est simplement dans le référentiel non galiléen, c'est la masse fois l'accélération, c'est égal à la somme des forces. Maintenant, on va projeter dans le repère cylindrique suivant ER, Eθ. Donc, je vais l'écrire directement. L'accélération en coordonnées cylindriques. Alors, il y a deux options. Soit vous connaissez bien et bon, ça, je vais l'écrire et ça ne vous étonnera pas. Si vous avez jamais vu l'expression de l'accélération cylindrique, vous pouvez trouver ça un petit peu bizarre parce qu'il y a beaucoup de termes. Bon, comme toujours, c'est une question d'habitude. Hein. Quand vous l'avez écrit 10 fois et qu'on vous a expliqué, c'est facile. Quand vous découvrez ça comme ça, bon, c'est un petit peu plus délicat. Mais si vous patientez un petit peu, on vous donnera les explications un petit peu plus tard. Alors ça donne quoi? Suivant E de R, on a R seconde moins R θ point, le tout au carré. Et ça, c'est suivant E de R. Ici, on a 2R point θ point plus R θ seconde suivant Eθ. Et ici on a Y seconde, hein. Y c'est un axe qui est dirigé vers vous. C'est égal, et ben on va projeter l'ensemble des forces. Donc le poids, commençons. Quand je projette le poids suivant E de R, ça donne on travaille dans le triangle qui est ici. Voilà, donc on a la projection du poids suivant E de R, elle est là. Donc je ne surcharge pas le schéma. Donc c'est ce segment-là et qui est dans le même sens que E de R. Donc c'est pour ça que j'ai un plus mg cos θ. Ensuite, suivant Eθ. Alors, suivant Eθ, donc cette fois-ci, je travaille suivant cet axe-là. Et la projection du poids, c'est ce segment-là. Là aussi, je ne surcharge pas le schéma. Et c'est opposé à Eθ. Donc c'est pour ça qu'il y a un signe moins. De plus, lorsque θ est petit, ce segment il devient tout petit. Donc c'est forcément du sinus. Donc ça fait moins mg sinus θ. Suivant E de Y, il n'y a rien. Ensuite, j'écris la tension du fil. Donc ça c'est facile. Puisqu'il n'y a qu'une composante suivant E de R. Donc ça fait moins T. Et il n'y a rien suivant Eθ et suivant E de Y. Et la force d'inertie, en fait, c'est comme le poids, exactement. Sauf que, puisque EZ, vous voyez, il est suivant G. Donc ça va donner exactement la même contribution que le poids, sauf que à la place de mg, c'est ma oméga f au carré. Ça donne ceci. Voilà. J'avais oublié le terme en cosinus oméga f fois t. Hein. Donc ce qui remplace g, en fait, c'est tout ça. A oméga f au carré cosinus oméga f fois t. Et dans toutes ces équations, en fait, celle qui m'intéresse, c'est celle du milieu, c'est celle-là. Donc alors, on n'oublie pas la masse dans l'équation, mais c'est celle-là. Alors pourquoi c'est celle-là? Parce que si vous regardez la première équation, il y a un terme qu'on ne connaît pas, c'est la tension du fil. Donc du coup, je ne peux pas me servir de cette équation comme équation différentielle parce qu'il me manque t. En revanche, si je voulais t, ben, c'est cette équation-là que j'utiliserai. La dernière équation, elle ne m'apprend rien, donc c'est forcément l'équation intermédiaire qui m'intéresse.
Alors ça donne l'équation suivante que je vais remanier directement parce que en fait il y a beaucoup de termes là-dedans qui sont égaux à 0. Hein. Le R il est constant, hein. R c'est la distance de O à M, c'est petit l c'est constant, donc sa dérivée première et seconde sont nulles. Ici je vais remplacer R par L et ça donne ceci. Voilà, je reprends, je me rends compte que je sais pas pourquoi j'ai mis un G là, donc voilà, je l'enlève. Donc là j'ai, normalement c'est bon. Je fais une petite vérification, ouais c'est bon. Je remanie un petit peu cette équation pour qu'elle ait une tête, on va dire, plus sympathique. Et ça donne ceci. Voilà, donc j'ai recopié l'équation. J'ai simplifié la masse, j'ai divisé par L, j'ai passé le terme de droite à gauche, j'ai mis G en facteur, et ce terme-là, on va dire que c'est oméga 0 carré. Dans la suite, je l'appellerai oméga 0 carré. Et le terme qui est ici, devant le cosinus oméga f t, ce terme-là, je vais dire que c'est petit h. Voilà. Donc c'est mes deux paramètres qui vont apparaître dans l'équation. Donc après réécriture, on obtient ceci. Donc voici, je vais recopier l'équation. Je vais utiliser l'approximation des petits angles, parce que ce qui m'intéresse en fait, c'est savoir à quelles conditions ce système va se mettre, les oscillations vont se mettre à diverger lorsque j'impose une oscillation du point haut, hein, donc le point d'attache. Donc je peux faire cette approximation-là, hein, puisque au départ, θ est vraiment tout petit, et je me pose juste la question, est-ce que θ peut devenir grand? Donc quand on se pose cette question, bah, on peut considérer que θ est tout le temps petit, parce que dès qu'il devient grand, en fait, ça sert à, c'est bon, on a la réponse, on peut arrêter la résolution de l'équation. Donc on va faire l'approximation des petits angles. Et du coup, l'équation qu'on va étudier, c'est la suivante. Et cette équation-là, d'après la théorie de Floquet, donc c'était indiqué dans le sujet, hein, des équations linéaires à coefficients périodiques, donc des coefficients qui dépendent du temps périodiquement, on sait sous quelle forme on peut chercher les solutions. Alors les candidats sont de la forme suivante. C'est une amplitude, une exponentielle croissante ou décroissante, mais évidemment moi ce qui va m'intéresser c'est lorsque mu est positif, c'est-à-dire que l'amplitude des oscillations va augmenter exponentiellement avec le temps. Le paramètre mu, enfin c'est mis sous cette forme dans l'exponentielle, c'est juste pour avoir un paramètre mu qui est adimensionné. Hein, le oméga 0 c'est des radians par seconde fois un temps, donc ça c'est adimensionné. Et dans l'exponentielle, on a des grandeurs adimensionnées, donc mu est adimensionné. J'aurais pu écrire exponentielle de mu fois t. Hein, ça, j'aurais pu faire ça, mais on aime bien en physique les paramètres adimensionnés, donc on l'écrit comme ça. Et là, vous avez une fonction qui dépend, qui est de fréquence, plutôt la période est telle que, plutôt de fréquence oméga f sur 2. Hein, donc c'est une fonction périodique. Alors, pour simplifier, nous, on va considérer que f de t, c'est de la forme cosinus oméga f sur 2, t plus phi. Voilà, donc ça, mon candidat, il est là. Et on va le réinjecter dans l'équation différentielle. Donc il faut le dériver deux fois. Donc là, il y a un petit aspect technique. Et une fois qu'on aura dérivé deux fois θ, qu'on aura θ seconde, ben on pourra réinjecter dans l'équation qui est là. Ici. Donc bah, c'est parti, hein, donc là il y a un petit peu de calcul. On reconnaît une dérivée du type u fois v. Hein. Ici vous avez u, ici vous avez v. Et donc la dérivée c'est u'v plus uv'. Et après il faudra le refaire une deuxième fois pour avoir θ seconde. Donc ça donne ceci. Voilà, donc j'ai fait la dérivée première. Donc là on reconnaît u'v et ensuite ici on a u et ici v'.
on dérive une seconde fois. Donc là, évidemment, ça se complique un petit peu en termes de quantité de calcul à effectuer, puisque là, cette fois-ci, faut le faire deux fois. On a de nouveau un produit et on doit le redériver. Donc ça donne ceci. Voilà, j'ai commencé le calcul de dérivée. Alors je me rends compte que j'ai fait ici, c'était un sinus. J'avais mis un cosinus, donc j'ai pas fait attention. Donc j'ai commencé à dériver ce terme-là, ça donne ça. Et maintenant j'ai dérivé l'autre terme, donc évidemment ça prend un petit peu de place, mais rien de compliqué, hein. C'est juste que il faut quand même avouer que c'est un peu encombrant comme calcul. Donc ça donne ceci. Voilà, donc j'ai complété la dérivée avec ce second terme. Donc là j'ai dérivé ce terme-là fois celui-là, plus ce terme-là fois la dérivée de ce terme-là. Donc le moins je l'ai mis devant, et comme il y a oméga f sur 2 qui sort de nouveau, il se retrouve au carré. On voit qu'il y a deux termes qui sont identiques, donc finalement ça me donne une dérivée seconde qui vaut ceci. Voilà, j'ai rappelé l'équation que je vais résoudre, le candidat ici et θ seconde. Et il n'y a plus qu'à réinjecter θ seconde dans l'équation différentielle ainsi que θ ici. Donc bon là c'est vraiment calculatoire, donc je vais assez vite, mais pour arriver à un résultat. Voilà, donc j'ai réussi à faire tenir la ligne de calcul sur une ligne, donc c'est quand même pas mal. Et heureusement, voilà, déjà il y a des termes qui se simplifient, hein. En effet, le θ1 est un facteur de chacun des termes, ainsi que exponentielle mu oméga 0t. Ici, vous reconnaissez le θ seconde, et ici vous reconnaissez θ1. Donc vous fassiez bien le lien entre cette équation et cette équation. Ensuite, le cosinus qui est là, je vais le développer dans la parenthèse, et je vais avoir un produit, et je vais tout de suite le transformer en somme de cosinus. Donc ça donne ceci. Voilà, donc j'ai réécrit tous les termes, et j'ai tout de suite rassemblé les termes en cosinus oméga f sur 2t plus phi, ceux en sinus, des termes en cosinus qui ressemblent beaucoup à ceux-là, au premier, sauf que c'est pas plus phi, mais c'est moins phi, et le terme en cosinus 3 demi, etc. Alors ces deux termes-là, en vert et en jaune, ils sont apparus comment? Eh ben, j'ai transformé le produit en somme, et j'ai utilisé la formule trigo suivante, c'est cosinus A cosinus B, c'est égal à 1 demi de cos A plus B plus cos A moins B. Hein, donc j'ai utilisé cette formule-là pour transformer un produit en somme. Voilà, ça donne ceci, et maintenant on va remanier un petit peu cette équation pour trouver un critère sur mu. Parce que c'est en fait c'est la question que je me pose, c'est à quelles conditions le truc se met à avoir des oscillations qui divergent, hein, lorsque on excite l'extrémité haut avec une certaine fréquence. Alors ce que je vais faire dans un premier temps, c'est me débarrasser de ce terme-là. Alors je sais que on va dire que c'est pas très bien de faire comme ça. Pourquoi je m'en débarrasse? C'est parce que c'est à cause de sa fréquence. Alors, regardez, c'est cosinus 3 fois oméga f sur 2, et cette fréquence-là, je ne la retrouve pas sur les autres termes. Alors là, ce que ça voudrait dire, si cette égalité était parfaitement vraie, que ça c'est égal à 0, donc h vaut 0, et on arrive à quelque chose qui est pas cohérent, puisque on peut pas, h a priori n'est pas nul. En fait, ce que vous devez comprendre dans ce type d'approche, c'est que le candidat qu'on propose donne une solution une bonne solution de cette équation différentielle aux approximations près. Donc, pour être bien rigoureux, en fait, il y a des termes, il y a d'autres termes en fait qui apparaîtraient et dont on pourrait trouver l'expression en prenant comme comme solution, je vous montre à quel moment j'ai fait, voilà, c'est lorsque j'ai f de t, c'est une fonction périodique, donc en fait je pourrais l'écrire comme une somme de termes de ce type-là, avec des fréquences multiples de cette fréquence fondamentale.
Là, ça ferait beaucoup de termes à manier et a priori c'est assez compliqué. Et donc pour faire simple, on n'en a pris qu'un seul, mais en faisant simple, ben, quelque part on a fait presque d'une certaine façon trop simple et on se retrouve avec des termes comme ça qui nous embêtent un petit peu. Alors ce qu'on va faire, ben, c'est on les enlève et on sait que, que si on voulait faire mieux, ben, il faudrait rajouter, il faudrait faire un petit peu plus de calcul. Finalement, je me retrouve avec trois termes, mais en fait, je suis toujours embêté parce que je suis embêté par quoi? Par ce signe moins qui est juste là. Celui-là, il m'embête. Alors, on pourrait le transformer en plus, mais si on fait ça, alors là, c'est pas bien du tout. En fait, il y a une petite astuce toute simple. Ce terme-là, je vais le passer de l'autre côté de l'égalité, et ça donne ceci. Donc ça donne ceci. Alors, je devrais mettre environ égal, puisque j'ai quand même négligé un terme. Et ce que vous remarquez, sous cette forme-là, par contre, c'est beaucoup plus... ce signe moins, il m'embête plus du tout. Alors, ce que veut dire cette égalité, c'est qu'à gauche, j'ai une fonction de pulsation oméga f sur 2, à droite, j'ai une fonction de pulsation oméga f sur 2, et ben, quand deux fonctions qui ont la même fréquence sont égales, donc déjà 1 c'est possible, et ben elles ont même amplitude, et l'amplitude de ce terme de droite c'est ça, et l'amplitude de ce terme de gauche c'est ça au carré, plus ça au carré, avec une racine. Donc si on écrit ce truc là, voilà, donc j'ai rédigé un petit peu. Donc je répète ça au carré plus ça au carré égale ça au carré. Alors pour alléger un petit peu l'écriture, parce que là c'est quand même un petit peu lourd à écrire, ce que je vais faire c'est que je vais diviser l'ensemble de l'équation par oméga 0 carré et on pose grand U égale oméga f sur 2 oméga 0. Hein, parce que en fait c'est un bon paramètre et ça va simplifier énormément l'écriture, hein, ce qui est quand même pas mal dans ce cas-là. Voilà, après réécriture, on a ceci. Donc lorsque je divise par oméga 0 carré, il y a des termes qui sont évidents. Et ici, quand on regarde bien, il apparaît moins u carré. Et ici, il apparaît euh, 2, que je ne dise pas de bêtises, 2 fois u. Ici, donc avec le moins mu. Donc on a ceci, je vous laisse vérifier. Et maintenant, je vais écrire que l'amplitude de chaque côté, c'est la même. Donc ça donne ceci. Voilà, donc ça donne cette équation-là. On la remanie un petit peu et on arrive à un critère. On va arriver à un critère. Enfin, on va arriver plutôt à exprimer mu en fonction de grand U et de H. Donc si on développe, ça donne l'équation suivante. Et on arrive donc à cette équation qui est donc la dernière que j'ai écrite, où j'ai regroupé, je l'ai écrite sous la forme d'un polynôme en mu. En fait, plus précisément, c'est un polynôme du second degré en mu carré et on sait résoudre ce genre d'équation. En effet, là, ici, vous avez le mu carré au carré, donc ça fait mu puissance 4. Ensuite, ici, vous avez mu carré. Et les termes A, bah, ça vaut 1. Ici, ce que j'encadre en jaune, c'est B. Ce terme-là. Et là, on reconnaît le dernier terme, c'est C. Donc on va résoudre cette équation du second degré en mu carré. Donc ça donne le résultat suivant. Le discriminant, c'est b carré moins 4ac. Donc b carré, donc ça fait 4, 1 plus u carré au carré moins 4ac. Donc a, ça vaut 1, et c, ça vaut u carré moins 1 au carré moins h puissance 4. H au carré sur 4. Et tout calcul fait, on trouve delta qui vaut 16 u carré plus h carré. Donc c'est toujours strictement positif. Je peux écrire les solutions. Donc s'il y a une solution, elle va s'écrire comme ça. C'est mu carré. C'est moins b sur 2a, donc ça fait comme a vaut 1, ça fait 1 demi.
Moins b, ça fait moins 2, 1 plus u carré. C'est ça, 1 plus u carré. Plus ou moins racine de delta, donc racine de 16u carré plus h carré. Et finalement, le mu carré, quand on va simplifier tout ça, ça fait moins 1, moins u carré, plus ou moins, le 1 demi je le rentre sous la racine, ça fait racine de 4u carré plus h carré sur 4. Donc ça c'est mes racines, et il faut que ça ce soit positif, hein, évidemment, si je veux, enfin qu'il y ait au moins des racines qui donnent un mu carré qui est strictement positif. Ce qui fait que quand je prends la racine, j'en aurai au moins un, j'aurai au moins une solution de mon équation avec un mu positif, et donc on va avoir divergence des oscillations. Voilà, donc il suffit d'écrire, de remanier ce critère, et ça donne ceci. Donc le 1 moins 1 moins u carré, je le passe de l'autre côté. Donc ça fait racine de 4u carré plus h carré sur 4 supérieur à 1 plus u carré. Je mets au carré, ça fait 4u carré plus h carré sur 4 supérieur à ce carré là, donc ça fait 1 plus u puissance 4 plus 2u carré. Avec le 4u carré qui passe de l'autre côté, ça fait h carré sur 4 supérieur à 1 moins 2u carré plus u puissance 4. On reconnaît une identité remarquable, et on a le critère h supérieur ou égal à un h critique qui vaut 2 fois 1 moins u carré. Donc plutôt h carré, que je dise pas de bêtises, au carré. Ici on a un facteur 4, autant pour moi. Voilà, j'ai enfin mon critère, hein, qui est... donc si cette inégalité est vérifiée, on va avoir divergence des oscillations. C'est-à-dire que le système, il va, quand on l'excite à une certaine fréquence, oméga f, donc c'est dans le paramètre u, quand on dépasse cette valeur, on va avoir divergence. Alors dans mon approche, dans tous mes calculs, c'est quand même, il faut avoir en tête que c'est que h, en fait, c'est une approche perturbative, ne doit pas être trop grand. Si, ça justifie notamment le fait que ce terme-là, on l'a enlevé. Et donc, dans mon calcul, il faut quand même que j'ai ça à l'idée. C'est-à-dire que ce critère-là n'est valable que si c'est quand même h n'est pas trop grand. Ce qui, vous allez vous rendre compte, n'est pas forcément le cas, hein. Si par exemple je prends u égale 0, h, il faut qu'il soit plus grand que 2. Ben h, c'est pas plus grand que 2, c'est pas spécialement petit. Mais bon. Vous avez, ce qu'on va faire maintenant, c'est je vais tracer la courbe, hein, comme ça on va voir un petit peu à quoi ça ressemble, et je vais comparer ça à des simulations numériques. C'est encore le meilleur moyen de vérifier de ce qu'on a fait. Alors, voici la courbe. Lorsque je prends la racine de ce truc-là, donc ça fait 2, valeur absolue de 1 moins u carré, donc ça donne cette courbe-là. Quand je suis sous cette partie-là, en fait c'est stable. L'oscillation en fait elle n'est pas suffisante, l'excitation n'est pas suffisante pour que le système diverge. Les oscillations divergent, c'est stable. Et dès qu'on est dans cette zone-là, dans la zone au-dessus de la courbe, donc tout ça, on a divergence des oscillations. Et on peut comparer à ce que donnent des simulations.
Voilà, donc je vais vous montrer des résultats de simulation. Donc pour l'instant, je vais juste vous montrer si on a divergence ou pas des oscillations. Donc ce que vous avez là, c'est un diagramme où vous avez toujours eu en abscisse, hein. Ben, en fait, c'est exactement le même que celui-là. Et H en ordonnée. Et chaque point, s'il est jaune, ça veut dire qu'on a divergence des oscillations. S'il est bleu, c'est au contraire que c'est stable, il n'y a pas d'instabilité paramétrique. Et je vais superposer cette courbe-là à ces simulations. Et on va voir que bon, on capture une partie du comportement. Par contre, on rate complètement certains comportements. Certaines parties de cette courbe-là, en fait, elle ne décrit pas bien ce que donnent les simulations. Alors, la courbe, si je la superpose, elle démarre quand U vaut 0, on démarre de la valeur 2, donc on démarre d'ici. Quand on a 0,5, on est à peu près à 1,5 ici. Ensuite, on arrive jusqu'à 1. Et ensuite, pour 1,5 par exemple, je suis à peu près autour de 2,5, un petit peu au-dessus. Donc je vais être à peu près ici. Donc si je complète la courbe, voilà, donc j'ai superposé la courbe à main levée, mais alors on voit bien, capture bien cette partie-là. Donc dès que on a autour de U égale 1, donc ce comportement-là, on le voit bien dans la vidéo sur le masse ressort versus pendule simple, on a tout de suite une amplification des amplitudes. Et quand les gens qui manipulent le Botafumeiro, en fait, ils sont dans ce domaine-là. Hein, donc ça marche bien. En revanche, bon, dans cette zone-là, ça marche bien aussi. Hein, on voit que finalement l'approche, les calculs qu'on a fait, ils marchent bien dans ce cas-là. En revanche, il y a toute une partie du comportement du système qu'on a raté par notre approche. Pourquoi? Parce que dans l'approche perturbative, normalement H il est petit, donc finalement c'est déjà un miracle que ça marche à droite, et finalement ça marche pas si mal, même pour des valeurs de H qui sont pas si petites que ça, autour de H égale 1. En revanche, dès que H dépasse 1, dans cette zone-là, en fait, il se passe d'autres choses. Et certainement qu'il y a d'autres couplages qui apparaissent à des fréquences qui sont une fraction de oméga f, hein, qui donne cette partie-là, où c'est stable. Là aussi, on a une stabilité qui n'était pas prévue, et ainsi de suite. On voit qu'il y a une série de forêts là, de pics qui apparaissent, et il faudrait, voilà, on pourrait étudier ça un peu plus finement dans la simulation, hein, puisque là j'ai juste dégrossi un petit peu le comportement, mais on voit que une approche perturbative, analytique, avec l'expression de U qu'on a choisie au départ, qui était finalement trop simple, et ben on capture qu'une partie du comportement du système. Alors je vais vous montrer rapidement le code et comment on peut le construire et ce que ça donne lorsqu'on fait des simulations pour différents choix de paramètres U et H. Alors, voici on va démarrer le code. Alors, on commence par importer, comme d'habitude, Matplotlib NumPy, et je vais vraiment me focaliser sur l'aspect le plus important du code quand on fait des résolutions numériques, c'est-à-dire la fonction qui, à partir d'un vecteur x que je vais définir, renvoie sa dérivée temporelle. Alors, oula, qu'est-ce qu'il me fait? Donc j'ai importé je vérifie juste une chose, ouais. J'ai importé NumPy et Matplotlib, et je vais définir, voilà, la fonction f qui à partir d'un vecteur x va renvoyer sa dérivée. Donc je vais noter x point sa dérivée. Et dans x, il va y avoir quoi? Et ben x, ça va être le vecteur qui a comme première composante θ et comme deuxième composante θ point. Et la fonction x, elle dépend également du temps. Et donc je peux déjà récupérer les valeurs de θ et de θ point, comme ceci, et je calcule θ, la dérivée seconde. Ça vaut quoi? Ça vaut, on reprend l'équation différentielle, hein.
Alors, attendez, alors, ça donne ceci. Donc, on a oméga 0 carré fois 1 plus h fois cosinus. Donc, j'utilise le cosinus de NumPy. 2 fois oméga f sur 2 fois t plus une... non, je dis des bêtises, c'est oméga f fois t, tout simplement. Fois np.sinus θ. Donc c'est simplement là, j'ai écrit l'équation différentielle. Je construis le vecteur θ, dérivé de x. Hein, donc ses coordonnées c'est quoi? Ben, c'est θ point et θ seconde. Et je renvoie le résultat. Ça, c'est vraiment l'essentiel de... Quand on a fait ça, en fait, on a quasiment fini la résolution de l'équation différentielle. Je pense pas avoir fait de bêtises. Maintenant, on va appliquer la méthode de Runge-Kutta. Donc, ce que je vais me donner, c'est un instant initial, un instant final. Donc, je mets des valeurs, je mets 0 et 100. Je me donne un certain nombre de points. Donc, je prends les 10 000. Je définis la liste des instants. Donc T0, T1, N. Donc je vous rappelle, l'inspace définit une séquence qui démarre à T0, finit à T1, il y a N éléments. Je définis, je prends mes conditions initiales, θ0, allez, je prends 0, 0, 1, θ0 point, comme c'est un second ordre, il faut aussi donner la vitesse. Je ne l'ai pas précisé, mais quand je mets un P derrière une grandeur, la notation que moi j'ai l'habitude d'utiliser, ça correspond à la dérivée temporelle de la grandeur. Mais c'est une notation qui m'est propre. Hein. Si vous avez l'habitude de procéder autrement, il n'y a absolument aucun problème. Ensuite, je définis le vecteur x avec ses valeurs initiales. Ce que je vais faire, c'est préparer deux listes qui vont contenir, donc c'est pour ça que je mets un grand L devant, hein, pour dire que c'est des listes, qui vont contenir toutes les valeurs de θ et θ.0 que je vais calculer au cours de ma résolution numérique. Et ensuite, je commence l'itération. Alors, comme le rang 1, j'ai déjà la valeur initiale de θ0 et θ0 point, donc je commence mon itération 1, je calcule le pas de temps, donc c'est t crochet n moins t crochet n moins 1. Là, j'utilise la méthode de Runge-Kutta, donc c'est... J'utilise ceci. Je calcule une première estimation du taux d'accroissement, hein, puisque f renvoie, je vous rappelle, renvoie la dérivée de x. Et dans la méthode de Runge-Kutta, l'idée c'est on affine la mesure du taux d'accroissement. Donc j'utilise la valeur de K1, je multiplie par d de t sur 2, je me place en d de t, enfin l'instant plus d de t sur 2, et ça me donne K2. Et puis je recommence, je redéfinis K3. Donc la méthode de Runge-Kutta, elle a quand même comme avantage, c'est qu'elle est... Bon, il faut l'implémenter, hein, ça demande un petit peu de travail, mais le gain que vous avez par rapport à l'effort que vous devez fournir, il est vraiment intéressant. Donc la méthode de Runge-Kutta, pour ça, elle est bien. Et surtout quand on a l'habitude de le faire, franchement, c'est vraiment... ça prend 2 secondes, hein, vous voyez bien. Hein, quand... Alors, je vais juste le présenter un petit peu mieux pour que visuellement ce soit un peu mieux présenté. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je calcule le vecteur x au rang suivant avec cette formule. Donc, ce que je viens d'écrire là, toute cette partie-là,
c'est une très bonne estimation du taux d'accroissement pour x. Et on n'oublie pas de multiplier par d2t. Ensuite, on complète les listes. Je vous rappelle que θ, c'est la première coordonnée du vecteur x. Je complète l'autre liste, mais finalement, en fait, je la complète, mais je n'en ai pas vraiment besoin. Bon, tant pis, je le fais quand même. Et une fois que l'itération, j'ai fait mon itération, ben, en fait, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de tracer θ en fonction du temps, ben, j'utilise matplotlib. Et je mets plt.plot. Le temps il est là, c'est cette variable. Et les valeurs de θ sont en cette variable. Si j'ai envie de tracer la dérivée temporelle, je fais ça. Et donc finalement je fais un peu ce que je veux. Voilà, donc je vous montre maintenant le programme complet, c'est-à-dire que bon, c'est pas très propre ce code, mais bon, on va dire qu'il marche. Je le mettrai dans la description, l'ensemble du code. Et quand je lance, ça va me tracer un certain nombre de courbes. Voilà. Alors, je vérifie juste, oui, tout va bien. Alors je vais agrandir un petit peu. Ici, vous avez la courbe, vous la reconnaissez, et les paramètres que j'ai utilisés, ils sont là. C'est-à-dire que je suis dans la zone stable. Et effectivement, l'amplitude de mon système, elle n'augmente pas. Elle est stable. Donc ça dépend des conditions initiales. Et on a 0,0, 10-3 radians. Enfin, en gros, ça bouge pas, quoi. Et j'ai également tracé le spectre de, de ce signal-là. Et ce qu'on voit, c'est qu'il est très piqué autour de la fréquence propre du pendule. Donc évidemment, un pendule, ça a une fréquence propre, hein, ça a aussi une certaine fréquence. Et d'après l'approche perturbative, il doit aussi y avoir un pic de résonance à FR sur 2, et on voit que c'est un petit peu décalé. Voilà, donc là, on voit quand même que l'approche perturbative, les calculs que j'ai faits, ils sont pas très bien, ils rendent pas très bien compte de ça. Je peux changer un petit peu les paramètres. Donc je vais augmenter la valeur de h, c'est-à-dire que ce point, je vais le mettre un tout petit peu plus haut. Alors, au lieu de prendre, donc je prends h égale 0,3 et je lance la simulation. Donc le temps que ça se fasse. Je pris 100 000 points pour la simulation. Donc normalement, c'est largement assez. Donc là, on voit que cette fois-ci, on a un deuxième pic là qui est plus important et qui est toujours décalé par rapport à FR sur 2. Il est un petit peu décalé. Et on voit que l'oscillation naturelle du pendule est elle aussi un petit peu décalée. Le F0, c'est le trait vert là qu'on fin. Et on voit que je suis à la limite de stabilité. Donc on voit qu'il commence à se passer des choses. J'augmente un petit peu la valeur de H. Donc je passe à 0,4. Donc je lance la simulation. Voilà. Et là, voilà, c'est évident. Cette fois-ci, on voit qu'il y a une croissance de l'amplitude des oscillations. Alors là, j'ai pris comme équation différentielle, j'ai pas pris celle du pendule simple, là je me rends compte, en faisant oui, c'est ici. Je vais remettre sinus θ. J'avais mis θ ici, donc je remets sinus θ, je relance le code. Alors, pour les deux premières simulations que je vous ai montrées, c'est pas grave, parce que de toute façon, θ était petit. Ah voilà, donc là c'est pas mal. Là c'est le pendule. Ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer sur cette partie-là. Voilà. Et là, on voit qu'il y a une divergence des oscillations. C'est-à-dire que dès que je dépasse cette zone-là, on a le signal qui diverge. Et du coup, au niveau de la fréquence, on ne voit plus grand-chose parce que il y a le premier terme là qui est vraiment dominant. Donc finalement, je remets θ. Parce que on ne voit strictement rien. Ou sinon, non, je vais remettre sinus θ. Mais je vais modifier un peu les paramètres. Donc 0,4, je vais mettre 0,39.
Donc là, on est à la limite d'oscillation. 39,5. Ouais, donc là, ça donne, on voit pas grand chose. Alors j'ai trouvé des bons paramètres, donc je vais vous les montrer dans un instant. Voilà, ouais, ils sont là. Donc j'ai pris U qui est très proche de 1 et H qui est vraiment petit. Donc l'approche perturbative que j'ai eue, a priori elle marche bien. On constate que FR sur 2 et F0 sont très proches. Donc je suis légèrement au-dessus de la zone stable. Donc c'est instable. Effectivement, lorsqu'on regarde θ en fonction du temps, ça augmente exponentiellement. Donc on a toujours des valeurs petites de θ. Donc là je suis vraiment dans le cadre de mon calcul. Et là où ça marche le mieux, en fait, j'ai fait pas mal d'essais, mais finalement, là où ça marche le mieux, et c'est pas étonnant, c'est pour H petit, puisque mon approche est perturbative, donc c'était pour H petit. Bah, le seul endroit où, lorsque H est petit, on a des instabilités qui apparaissent, c'est lorsque U est proche de 1. Donc c'est-à-dire ici. Et là ça marche bien l'accord entre les calculs et la simulation. Et quand on s'éloigne un petit peu de cette zone-là, ben, ça marche quand même moins bien. On voit les limites du calcul que l'on a fait. Bon, voilà pour le. Je pense avoir fait à peu près le tour de cette instabilité paramétrique pour le pendule simple. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.